Point de presse du gouvernement ce 12 août. Les ministres de la Défense et de la Cohésion sociale ont animé cette rencontre. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre Barthélémy Semporé a annoncé la réorganisation du maillage territorial et l'acquisition prochaine de nouveaux équipements. Détail tout de suite. Rencontre entre le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers. Le plan de résilience et de stabilisation de l'axe Ouaga-Kayadori était au centre des échanges pour examen et validation. Un nouveau plan concernant l'axe Congo-Sidibo a été soumis aux partenaires. Le ministre en charge de l'Éducation nationale est interpellé sur les conditions de travail et de vie des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique. Leur syndicat attend que le ministre intervienne afin que les fondateurs des établissements privés respectent la convention collective de 1974 et les cahiers de charges. Bonjour, bienvenue dans ce Trésor. Le gouvernement a tenu un point de presse ce 12 août 2022 sur le plan sécuritaire. Le ministre a annoncé la réorganisation du maillage territorial et l'acquisition prochaine de nouveaux équipements pour renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité. Le ministre en charge de la cohésion sociale a quant à lui déclaré qu'une dizaine de comités locaux de dialogue a été déjà mis en place et les combattants des groupes armés ont déjà déposé les armes. Abdourahim. À ce point de presse, le ministre de la Défense nationale a estimé que, contrairement à certains propos, le gouvernement ne navigue pas à vue. Il a une vision très claire de la lutte contre le terrorisme. Une stratégie est en train d'être déroulée et malgré les adversités, le ministre reste convaincu que cette stratégie permettra de restaurer l'intégrité du territoire. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération militaire, le repositionnement des troupes pour un meilleur maillage du territoire et la réorganisation opérationnelle de l'armée. Il y a la réorganisation du maillage territorial à travers la création de nouvelles structures, nouvelles entités opérationnelles sur tout le territoire qui est en projet. Il y a la création de la brigade de veille et de défense de la patrie, la réorganisation des VDP qui est en cours à travers notamment la relecture de leur statut. Il y a la création des zones d'intérêt militaire, la définition de nouveaux formats de force pour générer de nouvelles capacités, la mobilisation de la réserve opérationnelle, on a fait revenir plusieurs anciens militaires, le renforcement du moral des troupes par des différentes actions. Il y a également la question de l'acquisition de nouveaux matériels pour renforcer la puissance de feu des forces de défense et de sécurité. Sur ce point, le général Barthélémy Semporé estime que le plan mis en œuvre est très ambitieux et permettra de reprendre le contrôle du territoire. Il faut dire qu'il y a depuis un certain temps beaucoup de commandes sont déjà faites et donc qui sont déjà en cours de livraison progressivement. Et sur ce plan, il faut donc se rassurer que les capacités nécessaires aux forces seront réunies. Et ça va permettre donc d'avoir une capacité suffisante pour contrôler l'ensemble de nos territoires sur le plan terrestre, sur le plan aérien. C'est un plan vraiment ambitieux et à terme, vous verrez donc ces nouvelles capacités se mettre à l'œuvre. Les actions militaires sur le terrain ont contraint certains combattants des groupes armés à déposer les armes, selon le gouvernement. En cela, il faut aussi reconnaître le travail abattu par la dizaine de comités locaux de dialogue qui a pu être installé. Et le ministre en charge de la cohésion sociale se félicite de l'évolution de la situation sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, le comité a pu installer une dizaine de comités à travers le pays, identifier et opérationnaliser un centre d'accueil, de déradicalisation et de réinsertion, démobiliser plusieurs dizaines de combattants terroristes. Le processus est encore jeune, perfectible, mais les résultats engrangés sont encourageants. Je sollicite donc l'adhésion de tous pour accompagner aussi bien le processus de réconciliation nationale que celui de démobilisation de nos frères, filles et fils engagés dans les groupes armés terroristes. Sur le plan de la réconciliation nationale, le ministre Yero Boli estime que le processus est en cours et le forum se tiendra dans les mois à venir. Le ministre en charge de la Défense nationale a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'une journée nationale du refus du terrorisme pour une mobilisation nationale en vue d'une intensification de la lutte contre le terrorisme.
Séance de travail entre le Premier ministre Albert Ouedraogo et les partenaires techniques et financiers. Hier dans l'après-midi, ils ont examiné et validé le plan de résilience et de stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Des actions seront entreprises dans les prochains jours pour la mise en œuvre de ce plan qui prend en compte la sécurisation de l'axe en question. Maxime Jean Bambara. Pour cette rencontre présidée par le Premier ministre Albert Ouedraogo, il s'agit pour ces membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers de revisiter leur engagement et valider le plan de résilience de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Il est question pour le gouvernement de reprendre le contrôle de cet axe à travers des actions de sécurisation, mais aussi de restaurer les services sociaux de base et permettre la reprise des activités économiques dans cette partie du Burkina. Quand on parle de sécurisation de l'axe, il s'agit d'opérations militaires pour garantir justement une meilleure sécurisation de tout l'axe et permettre aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations. Permettre le rétablissement rapide de la présence de l'État, ça veut dire tout simplement qu'il faut repartir dans ces localités qui ont été naturellement désertées, non seulement par les populations, mais aussi par les services sociaux de base, notamment la présence de l'État n'y était plus. Il faut ramener l'État dans ces localités-là. Et parmi les points que j'ai cités, ce sont des actions opérationnelles concrètes qui vont être réalisées pour justement rendre ce tronçon-là viable et permettre aux Burkinabés de pouvoir circuler sur ce tronçon. À en croire le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, un second plan a été présenté aux partenaires techniques et financiers à cette rencontre. Il s'agit de l'axe Kongoussi-Djibo. Les partenaires ont félicité le plan qui a été programmé, le plan qui a été présenté, un plan qui est très bien redimensionné, un plan qui est très bien imaginé et se sont manifestés pour accompagner le Burkina Faso, pour soutenir ce plan afin que ce plan puisse être mis en place le plus rapidement possible. Cela fait 2 ans déjà que les réflexions se mènent sur le plan stratégique de résilience et de stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Du côté des partenaires techniques et financiers de la coalition du Sahel, il était important d'actualiser les actions à entreprendre par le gouvernement pour la sécurisation de cet axe. L'on s'est réjoui par ailleurs que ce plan soit inscrit parmi les priorités du gouvernement actuel. Avec les actions définies par le gouvernement, on est aussi heureux de pouvoir nous engager dans le soutien du gouvernement avec des actions concrètes. On a, pour l'Union européenne, justement, dans la programmation pour l'année actuelle, on avait déjà, à la fin de l'année passée, pris l'engagement dans l'ordre d'un budget de jusqu'à 130 milliards de francs CFA, ce qui comprend des actions à travers des acteurs locaux, dans le secteur axe OKD, mais aussi un appui budgétaire au gouvernement qui serait à négocier des conditions concrètes jusqu'à la fin de l'année, mais c'est effectivement un soutien substantiel. Le coût global de la mise en œuvre du plan de résilience et de stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. Une partie du budget a déjà été acquise, l'autre reste à rechercher, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique face à la presse hier jeudi. Le syndicat a informé l'opinion publique que le ministre en charge de l'éducation faisait la sourde oreille face aux conditions de vie et de travail difficiles des enseignants. Ces derniers veulent l'intervention du ministre afin que les fondateurs des établissements privés respectent la convention collective de 1974 et les cahiers de charges. Yassine Sawatko. Le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés de la fonction publique dénonce le non-respect des textes normatifs de la convention collective de 1974 et les cahiers de charges. Dès l'arrivée du ministre de l'Éducation nationale, selon les syndicats, une démarche a été entreprise pour demander le respect des normes qui encadrent leur métier. Salués par le ministre, poursuivent-ils, il leur a été demandé en retour de mener des enquêtes afin de l'éclairer au mieux. Un rapport à cet effet lui a été transmis après l'enquête indiquant la précarité dans laquelle vivent les enseignants du privé. La suite ne sera pas du goût du syndicat. Quand vous dites que non, le fondateur, il ne peut pas, le ministre ne peut pas dire à un fondateur de payer tant de francs à un enseignant du privé. Bon, moi, ça me tord parce que dans les cahiers de charges, il y a
ces différents prix-là qui sont bien détaillés là-bas. Donc nous lui l'approuvons parce que c'est lui qui devait au moins dire à ces fondateurs-là, à partir de maintenant, voici, je vous invite à respecter les cahiers des charges et les conventions collectives que nous avons signées. Mais si lui ne dit rien. Il y a eu une rencontre avec la direction du privé le 7 juillet 2022. Après ça, on nous a délivré un papier attestant que nous devons, pour améliorer nos conditions de vie, il faut aller au niveau des fondateurs. Pourtant, il est chargé, monsieur le ministre est chargé de veiller à l'application effective des textes. Donc c'est pour cette raison que nous lui reprochons ce fait. Invité pour être aux côtés de ses camarades de lutte, le secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Sinafeb se veut clair. Le ministre de l'Éducation nationale doit faire respecter les textes. Ce qui est indiqué dans cette convention collective, le patronat est obligé de respecter sous la surveillance de l'État. Et ici, c'est le ministère de l'Éducation qui est garant. Et c'est l'article 48 des cahiers de charges qui prévoit, c'est une obligation. Il n'y a pas de négociation ici. C'est une obligation. Il n'a qu'à dire aux fondateurs de respecter. Et c'est dans ce sens que l'approche a été faite. Maintenant, quand le rapport d'enquête qui a été transmis, il y a des agents qui touchent 20 000 francs, 30 000 francs. Vous allez vivre comment? On ne peut plus continuer comme ça. Le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique dit prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur ces difficiles conditions de vie et de travail. Il invite en outre les enseignants du privé à se tenir prêts et à rester mobilisés pour le mot d'ordre que la situation leur commanderait dans les jours à venir. La digitalisation apparaît aujourd'hui comme une étape incontournable dans le processus de modernisation de l'administration publique au Burkina Faso. Au niveau des sites web des différents ministères, une tentative d'adaptation est constatée, mais il reste beaucoup à faire, notamment sur la mise à jour des informations. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela et pourquoi des comptes personnels d'autorité sont priorisés par rapport aux sites web? Les éléments de réponse. Au Burkina Faso, presque toutes les administrations publiques sont présentes sur le web et offrent des informations sur leurs missions et services, avec par moments des détails sur les activités menées et actualités de services administratifs ou encore les possibilités de téléchargement de formulaires. La gestion de ces plateformes laisse souvent transparaître un manque de suivi. Des informations vieilles, si ce n'est pas dépassées, trônent aux premières pages de sites Internet de ministères et autres institutions. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, ces sites web se sont effacés au profit de comptes et pages plurielles diversement animés. Facebook n'a pas engendré la mauvaise gestion de l'animation des sites web institutionnels, mais il l'a aggravé. Donc il faudrait que les communicants note cela, peut-être remettre à leur juste niveau ces différents canaux en sachant exploiter les avantages, les bons côtés, les associer, les conjuguer, les articuler efficacement dans leur stratégie de communication. Les gestionnaires de ces sites, qui sont les chargés de communication et des ingénieurs informaticiens, préfèrent publier les informations sur ces outils numériques. Ce mode de partage de l'information et de la communication institutionnelle a ses limites selon Cyriac Paré, chercheur en sciences de l'information et de la communication. C'est vraiment dommage parce que ça ne permet pas, il y a un mélange des genres. Quand on est responsable d'une institution, la communication officielle qu'on a autour de l'institution, sur l'institution, doit être faite sur les pages dédiées à cela et par les personnes qui sont préposées à la gestion de cette communication-là. Maintenant, si on veut avoir une communication privée, on peut le faire, mais il ne faut pas mélanger les genres et surtout remplacer la communication institutionnelle officielle par une communication privée personnalisée.
L'autre constat, c'est que le compte personnel des autorités administratives est préféré pour le partage de l'information institutionnelle. Les pages de ces autorités sont alors régulièrement animées, mises à jour et renseignent parfois mieux que celles du ministère ou de l'institution sur les actions menées. C'est qu'il y a une grosse erreur de mon point de vue parce que Facebook n'est pas un média de publication. Facebook, c'est plus pour le partage. Surtout en matière de communication institutionnelle, parce que vous n'avez pas la main sur le contenu de Facebook. Facebook devrait être utilisé comme un média pour partager l'information qu'on a publiée ailleurs et notamment sur le site web qu'on maîtrise mieux et sur lequel on peut capitaliser les contenus qu'on diffuse. Ces différents canaux de communication contribuent à informer les populations, certes, mais pour le chercheur en sciences de l'information et de la communication, les services de communication des administrations publiques doivent trouver le juste milieu entre les sites web et les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, savoir articuler ces différents outils-là dans la stratégie de communication. À savoir que Facebook est un outil de partage, que le site web doit rester l'outil principal de publication des contenus institutionnels qui peuvent être partagés sur Facebook, sur Twitter et qui peuvent être repris sous format audiovisuel, par exemple sur la chaîne YouTube et autres. On rappelle, 37 ministères et institutions publiques se sont dotés de sites web innovants en 2012. L'objectif était de donner une meilleure visibilité à l'administration et aux actions du gouvernement burkinabé. La mairie centrale de Ouagadougou a mené une étude sur la politique municipale de la jeunesse et des associations. Cela a donné lieu à l'élaboration d'un document présenté aux acteurs concernés ce 11 août. L'objectif de la politique municipale de la jeunesse et des associations est d'assurer le bien-être des jeunes en faisant d'eux les acteurs et les bénéficiaires du développement de la commune de Ouagadougou. On reste avec Mamitriana Kamabo. Ce document présenté au cours de cet atelier est axé sur 4 stratégies. Il s'agit de la valorisation du capital humain, de l'autonomisation économique des jeunes, de l'offre en matière des services sociaux au profit des jeunes de Ouagadougou et de l'amélioration de la gouvernance en matière de jeunesse. L'équipe de la rédaction de ce document a par ailleurs apporté des suggestions dans le processus de la mise en œuvre de ce document. Une mise en œuvre qui demande un financement d'environ 4,2 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. Nous avons souhaité donc que l'équipe communale puisse continuer le travail d'équipe avec tous les partenaires de développement des jeunes. Cette attitude, s'ils la maintiennent très fortement en place, ça va engager la mobilisation de tous les acteurs de développement de la commune pour que ça puisse connaître un résultat définitif satisfaisant. L'objectif municipal de la jeunesse et des associations est d'assurer le bien-être des jeunes en faisant d'eux les acteurs et les bénéficiaires du développement de la commune de Ouagadougou. Ce document se veut un guide pratique et cohérent en vue d'harmoniser toutes les actions visant la promotion de la jeunesse. Le document sera soumis au ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Et la mairie centrale de souhaiter que le document soit validé par la commission technique du dit ministère. Et là, ça va permettre également à l'État, parce qu'on parle tout le temps de transfert de ressources, mais on va transférer les ressources sur quelle base? Maintenant, la mairie dispose d'un document de plaidoyer pour le transfert de ressources en matière de promotion des jeunes dans la commune de Ouagadougou. Donc nous avons proposé qu'ils puissent transmettre ça. L'équipe de la rédaction du document propose une table ronde avec les partenaires techniques et financiers afin de discuter des modalités du financement. Ce dernier recommande aussi l'élaboration d'un tableau de bord de suivi et d'évaluation ainsi que la mise en œuvre de la politique du plan d'action opérationnelle.
Régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au Burkina Faso. Après avoir rencontré les acteurs de la communication électronique à Koudrou, l'autorité de régulation du domaine, l'ARCEP, a tenu un atelier de formation cette fois-ci au profit des hommes de médias. La rencontre 5e du genre était le lieu pour exposer les différentes difficultés rencontrées par les médias et la population en matière de réseau. Alexio Nkoni Belemnaba. À cette 5e édition de rencontre avec les hommes de médias et les communicateurs, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et les responsables de téléphonie mobile ont un seul objectif, consolider leurs acquis tout en renforçant la connaissance des journalistes sur les spécificités du secteur de la communication électronique et des postes à travers ces différentes innovations. Depuis 2 ans, l'ARCEP s'est engagée dans la démarche qualité avec comme vision la conquête de la confiance des parties prenantes de l'écosystème des communications électroniques et des postes, par la maîtrise des marchés et la prise en compte de leurs attentes pertinentes. Les consommateurs de services de communications électroniques sont une composante majeure de l'écosystème et l'amélioration continue de leur satisfaction dans l'utilisation de ces services est l'un des objectifs des missions assignées à l'autorité de régulation. Le déficit de communication est l'un des problèmes qui perdurent entre les opérateurs de téléphonie mobile et leurs clients, selon la directrice en charge de la régulation des marchés fixes et mobiles. L'autorité de régulation est résolument engagée avec les opérateurs de téléphonie mobile dans une dynamique d'amélioration de la qualité des services. Voilà pourquoi ils souhaitent faire des hommes de médias des partenaires privilégiés pour servir les consommateurs. Pour atteindre cet objectif, les journalistes doivent être des acteurs incontournables dans la sensibilisation des consommateurs. Durant cette session de 2 jours, les thématiques suivantes seront abordées. Les principaux changements institutionnels et leurs implications au niveau de l'ARCEP, la politique de tarification des communications électroniques, la lutte contre l'exercice illégal de l'activité postale, les généralités sur les zones électromagnétiques et les actions de l'ARCEP dans la surveillance de l'exposition des populations au rayonnement non ionisant, les obligations d'identification des abonnés et les actions des acteurs pour la qualité de service. L'impact de l'information et de la sensibilisation sur le développement des communications électroniques est indéniable. C'est dans cette dynamique que 48 heures durant, les hommes de médias sont outillés afin de réussir les missions qui leur seront assignées. Afin vivre avarié à la SONAGES, de nouvelles révélations ont été faites par le courrier confidentiel dans sa parution du 5 août dernier. Dans ce numéro, le journal d'enquête publie le témoignage de l'ancien directeur général de la SONAGES. Ce dernier confirme le rapport de l'audit et apporte des preuves sur lesquelles 20 000 tonnes de céréales impropres à la consommation humaine ont été enregistrées à la SONAGES. Il précise que ce stock a été acquis par l'actuelle directrice générale Bénédicta Ouedraogo. Nous en parle avec Abdoulaye Miagne. C'est la 3e parution du journal d'enquête Le Courrier confidentiel qui incrimine la SONAGES dans l'affaire des vivres avariés. Dans cette parution, le Courrier confidentiel fait parler l'ancien directeur général de la SONAGES. Relevé de ses fonctions en mai 2022, Amadi Belem confirme qu'il y a bel et bien des stocks avariés dans l'entrepôt de la SONAGES, comme le révèle le rapport de l'audit qu'il a lui-même commandité. L'actuelle directrice générale de la SONAGES, qui tente par tous les moyens de démentir les résultats de l'audit, serait responsable de la situation selon les explications de l'ancien DG. Toujours selon lui, le processus d'acquisition de ces vivres pour le compte du stock national de sécurité alimentaire a été lancé par la nouvelle directrice générale alors qu'elle était secrétaire exécutive du Conseil national de sécurité alimentaire. Pour corroborer le fait que les 20 000 tonnes soient impropres à la consommation humaine, l'ancien DG soutient qu'une partie de ces céréales a été vendue aux commerçants d'aliments pour bétail.
Pourquoi le stock d'aliments subventionné par l'État au profit des personnes vulnérables est-il vendu comme aliment de bétail alors qu'au même moment le gouvernement emprunte 6 000 tonnes à la CEDEAO? Amadou Belem répond que c'est parce que ce stock est impropre à la consommation humaine. Il poursuit en déclarant que le directeur commercial est bien au courant de la situation. C'est lui qui établissait les factures de vivres vendues aux commerçants d'aliments pour bétail. Le journal s'étonne donc de voir ce même directeur commercial prétendre ignorer la restitution des résultats de l'audit. Autre problème, c'est le rétablissement de Bouraïma Berté au poste de directeur général des stocks. Il avait été déchargé de ses fonctions suite à un problème de vivres avarié à Nouna en janvier 2021. Hormis ce problème, le journal d'enquête apporte des preuves que ce dernier s'est rendu coupable de malversation à la Sonagès de Fadangourouma. À peine nommé en 2017, il a engagé près de 10 millions de francs CFA des caisses de la Sonagès pour tenter de normaliser un stock de vivres de 3000 tonnes de mauvaise qualité livrées par une société privée. Le journal conclut que malgré les manœuvres de la nouvelle directrice générale, il est bien clair que plus de 20 000 tonnes de céréales impropres à la consommation ont été constatées à la Sonagès, comme l'a révélé l'audit commandité par l'ancien directeur général Amadou Belem. En attendant une quelconque réaction de la Sonagès, le journal dit avoir entrepris des démarches afin de connaître la suite donnée à cet audit auprès du ministère en charge de l'agriculture. Le Centre national de la lutte contre la cécité, CNLC, et les directions techniques, à travers le projet de renforcement des services de santé, ont réceptionné du matériel médico-technique ce jeudi. Il s'agit de 11 véhicules pick-up, d'un camion laboratoire et d'équipements pour la prise en charge des pathologies oculaires. Les images de la cérémonie présidée par le ministre de la Santé avec notre reporter Assami Tiamtoré. D'une valeur d'environ 438 700 000 francs CFA, ce matériel a été acquis par le projet de renforcement des services de santé et le projet de préparation et de riposte au Covid-19. Ces équipements et logistiques roulants sont composés de 8 véhicules pick-up double cabine, du matériel médico-technique, un projecteur d'optotype, 2 réfractomètres, 2 biomicroscopes, 2 ophtalmoscopes et 2 tonomètres. Du matériel pour permettre aux équipes d'être plus opérationnelles sur le terrain, selon le ministre de la Santé. De matériel médico-technique au profit du Centre national de lutte contre la cécité et aussi de logistique roulante, notamment de véhicules 4x4 qui vont améliorer la supervision, le déploiement des équipes sur le terrain, et aussi d'un laboratoire mobile qui devrait nous permettre sur le terrain d'investiguer l'émergence de certaines épidémies et de pouvoir les confirmer in situ plutôt que d'avoir à faire des prélèvements depuis le terrain et de les convoyer jusqu'au niveau de Ouaga ou de Bobo-Dioulasso. Donc c'est un laboratoire mobile qui vient vraiment renforcer les capacités en matière de surveillance épidémiologique. Pour le matériel médico-technique, je voudrais me réjouir de ce que le Centre national de lutte contre la cécité voit son plateau technique renforcé. Et déjà, entre la réception provisoire qui a eu lieu en juin et maintenant, ces équipements ont permis au Centre national de lutte contre la cécité de réaliser un peu plus de 400 interventions de cataracte sur le terrain. Des logistiques roulantes et équipements techniques qui viennent à point nommé dans un contexte de rareté des ressources pour faire face aux besoins urgents de santé, d'où la joie et la satisfaction des premiers responsables du Centre national de lutte contre la cécité qui ont déjà effectué des opérations sur le terrain. Depuis la réception provisoire, galvanisée par ça, on a voulu essayer en allant au niveau de Manga. On a fait près de 192 opérations. Et bon, ça nous a galvanisé, on a poursuivi à Oundé 150 et quelques. Et puis on s'est retrouvé à Pau dernièrement, on a fini le 31 juillet où on a opéré près de 197 personnes. Donc on a voulu vérifier que ça marche et effectivement ça marche. Et bon Dieu merci parce que ces dernières années on avait des difficultés de microscope opératoire. On ne voyait pas bien, donc ça rendait le travail difficile et ardu. À l'issue de la remise officielle, une visite guidée du Centre national de lutte contre la cécité a mis fin à la cérémonie.
L'association orthopédique du Faso AOF est un centre de rééducation fonctionnelle existant au Burkina Faso depuis 52 ans. Ce centre est né de la volonté de l'orthoprothésiste Victor Sorgo de venir en aide aux patients présentant des déficiences fonctionnelles dues à des malformations et des maladies diverses. Le mercredi 10 août 2022, le centre nous a exposé son fonctionnement et son apport pour les patients. Alexis Wenkoni Belemnaba. C'est ici, dans ce centre de l'AOF, Association orthopédique du Faso, que l'orthoprothésiste Victor Sorgo et son équipe pratiquent la rééducation fonctionnelle des patients. Des patients atteints de plusieurs malformations, soit musculaires ou osseuses. Pour ce cas précis, cette fille souffre du génovalgome, une malformation congénitale. Cette séance de massage n'est que la première étape avant la mise des plâtres pour corriger cette malformation qui peut prendre des jours, voire des mois. Peut-être l'enfant a dû prendre une position anormale quand il était dans le ventre de sa maman. Peut-être il a dû plier les jambes en ne voulant pas se retourner dans le ventre de sa maman. Donc, l'enfant va naître avec des genoux un peu valgum, comme nous on l'appelle ça dans notre... Au moins 15 à 20 séances, en gros 1 mois et demi, ça peut aller. Mais avec la rééducation 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. De l'autre côté, c'est un enfant hémiplégique qui est en séance de rééducation, un mal lié au cerveau que le patient a contracté au cours de l'accouchement. Pour le kinésithérapeute en charge du patient, les parents ont accusé un retard de traitement. C'est joué sur le cerveau. Donc il y a eu un retard même sur sa croissance, ça c'est premièrement. Bon, même sur sa manière de s'exprimer, le langage. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il arrive en tout cas à pouvoir bien se déplacer avant qu'on arrête. Donc le temps juste défini pour la rééducation ne peut pas arriver. Ce ne sont pas seulement les cas d'enfants qui sont traités. Les adultes aussi sont concernés, comme cette dame atteinte de lombarthrose, un mal qui peut être causé par la prise d'objets lourds ou à une chute. Plusieurs modes de traitement sont proposés. Elle a un problème de dos lié au coincement de vertèbres et ça joue sur le nerf sciatique, c'est-à-dire que le pied aussi est touché. Voilà, elle a des difficultés pour marcher, elle a mal au dos, c'est surtout au niveau de la région lombaire. Mais comme on ne peut pas traiter uniquement la région lombaire, nous sommes obligés de traiter tout le dos. On masse tout le dos, les épaules. Généralement, en 10 séances, on doit pouvoir aider le patient à se remettre sur pied et vaquer à ses occupations. L'association orthopédique du Faso a été créée en 2001 par le premier orthoprothésiste de la Haute-Volta, Victor Sorgo, qui pratique ce métier depuis 52 ans. Une idée née du constat de l'insuffisance des centres de rééducation, mais aussi de la volonté d'apporter son soutien aux patients. J'ai été recruté comme volontaire des Nations Unies et que j'ai fait le Rwanda. J'ai fait 6 ans au Rwanda. Et c'est la guerre qui nous a propulsés. Et quand je suis venu, j'ai installé quand même les services d'appareillage orthopédique de Pôle 6, que je suis resté de 93 à 2000. Tout patient transféré ici trouve satisfaction, que ce soit amputé ou malformé ou paralysé. Voilà. On essaie quand même de satisfaire. Bon, c'est vrai qu'il y a certains cas comme des IMC, ainsi de suite. Bon, c'est pas facile, mais bon, voilà. On essaie d'améliorer quand même les conditions de la vie de ces gens. 3 catégories de patients sont couramment traités dans ce centre. Ceux atteints de traumatisme, d'infection ou de tout autre mot lié aux séquelles de maladies comme la polio. En plus de cela, l'AOF dispose d'un service entièrement dédié à la confection et à la pose de prothèses. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 13h pour notre édition. Portez-vous bien.